Merci à nouveau d'être avec nous. Nous sommes donc ravis de commencer la prochaine séance. Je suis Margaret Waltham Roberts, professeure à l'Université Wilfrid Laurier et co-direction de la mobilité, de la migration et de l'intégration du CHWN. C'est un plaisir pour nous de présenter cette séance. Nous allons donc commencer le panel numéro 3 sur le recrutement éthique et l'intégration. Nous allons nous intéresser sur ce thème. Pour ceux d'entre vous qui étaient ici hier, vous avez remarqué que nous avons eu différentes discussions par rapport au rôle de recrutement, par rapport aussi aux besoin de combler les lacunes qui existent. Et c'est clair que nous devons faire beaucoup plus attention à ce qui se passe dans ces espaces. Et après la COVID-19, nous avons vu donc un intérêt en croissant au recrutement éthique dans notre profession. Et pour cette séance, nous allons écouter ces intervenants qui vont partager leur travail avec nous. Nous allons avoir quatre orateurs. Chacun d'entre eux va faire une présentation de 12 minutes et à la fin, nous allons vous allez poser des questions. Et donc, nous allons travailler avec aussi des statistiques géographiques. Nous allons entendre parler de Mukal Bashi, qui est le directeur aussi des affaires mondiales CGFNS. Il va nous parler de modèles internationaux qu'ils ont identifiés. Ensuite, nous allons entendre parler Patricia Poiley-Pittman, qui des États-Unis, professeure de politique de gestion de la santé, directrice de Health Workforce Research Center, l'Université de George Washington. Il va faire des considérations sur le recrutement éthique et nous allons également faire les points d'infirmières formées à l'étranger et les cas que nous avons identifiés, les efforts là-dessus. Et ensuite, du Royaume-Uni, nous aurons James Bacon, qui est le Senior Fellow de la Fondation de Health Foundation. Nous allons donc être mis à jour par rapport aux dernières informations en cette matière au Royaume-Uni. Et finalement, Ruth Lee du Canada, directrice générale, représentante du Care Center for Internationally Educated Nurses, et va nous donc guider sur ce qui se fait maintenant dans la profession par rapport aux infirmières éduquées à l'étranger. Donc, c'est sera un panel très intéressant, sans aucun doute. Donc, comme je l'ai déjà dit, ils parleront pendant 12 minutes et je donne la parole donc à Nicole Bakshi. Merci beaucoup à vous tous d'être là. Je ne suis pas à Ottawa avec vous aujourd'hui, mais c'est un plaisir d'être parmi vous. Nous allons avoir une très bonne discussion aujourd'hui. Nous allons donc voir les nuances du recrutement éthique et ce que cela signifie dans notre profession. Alors, je suis le responsable des affaires globales. Je travaille aussi au CGFNS International et je serai ravie de répondre à vos questions. Et vous avez ici mon courriel si vous voulez m'écrire après. Pour ceux d'entre vous qui ne connaissent le CGFNS, c'est une organisation autoritaire en créance. Nous avons commencé notre travail en 1977. Et ce que nous faisons, c'est nous utilisons l'expérience des professionnels pour qu'ils deviennent une partie composante de praticiens. Nous travaillons, par exemple, avec d'autres pays, avec les États-Unis, avec la Nouvelle-Zélande, et nous traitons plus de 4 millions de demandes. Et donc, c'est une organisation qui est une entrée pour permettre aux différents praticiens d'avoir une expérience beaucoup plus inclusive. Nous travaillons donc pour que tout ceci s'efface de façon éthique. À l'Alliance, nous assurons un traitement juste, équitable de tous les dossiers. Comme Marc l'a mentionné,
je voudrais parler des données que nous avons publiées dans notre rapport en 2023 qui donnent un aperçu global, mais aussi les données sur les programmes des États-Unis, particulièrement le service des visas, qui est une condition, et aussi les différentes euh, accréditations pour pratiquer euh, l'infirmerie. Et ceci nous donne donc un aperçu des besoins et de nos ressources. Alors, l'histoire des États-Unis, vous le voyez aussi autour du monde. Vous voyez qu'il y a une augmentation importante, surtout en ce qui concerne les personnes qui demandent un visa de ce type. Et pour avoir un visa d'immigration euh, avec le permis de travail, il faut donc remplir des conditions spécifiques. Et ces chiffres ont augmenté de façon considérable. En 2022, il y a eu une augmentation de 49% et les chiffres ont triplé depuis 2018. Dans quelques années, les visas étaient disponibles avec différentes catégories. Il y avait des visas de famille et d'autres visas de travail. Donc, la situation a beaucoup évolué par rapport aux catégories peuvent être utilisées par les praticiens de la santé. Et, mais maintenant, nous sommes revenus à la normale. Donc, nous sommes en train de penser à quel type de catégories de visas seront utilisées à l'avenir. Les États-Unis est un petit peu différent par rapport aux autres pays, y compris le Canada, le Royaume-Uni, la Nouvelle-Zélande. Et dans peu d'années, enfin, au cours des dernières années, avec la COVID, il y a eu beaucoup de pénuries et d'autres pays ont essayé d'attirer des professionnels dans les services de santé. C'était le cas de la Nouvelle-Zélande. C'était aussi le cas d'autres pays qui ont mis en place des programmes pour attirer les praticiens, mais les États-Unis n'ont pas une migration pour attirer des migrants praticiens. Donc, ce n'est pas très intéressant pour beaucoup de personnes. Par rapport à ces catégories, la plupart sont des infirmières, 85%, et le reste, c'est par exemple, de personnel technicien qui travaillent dans les laboratoires ou les personnes qui travaillent aussi dans des domaines tels que les audiologistes, etc. Et la plupart de nos demandeurs veulent rester aux États-Unis pendant longtemps. Et c'est important parce que la structure des États-Unis avec une green card, c'est-à-dire que vous pouvez l'autorisation de vous déplacer et les pratiques dont nous allons parler sont liées à cette structure de visa. Il y a des considérations par rapport au délai, par rapport aux périodes, par rapport aux conditions qui doivent être considérées. Nous avons aussi une autre catégorie, c'est la catégorie pour les infirmières et le visa TN qui est très important aussi parce que la catégorie TN fait référence aux provenant des États-Unis, du Canada et du Mexique. Il y a beaucoup de Canadiens qui travaillent aussi aux États-Unis avec ce visa. Par rapport à la provenance des arrivants, bon, les Philippines surtout, nous avons aussi des pays africains et aussi il y a des infirmières qui sont déjà aux États-Unis provenant d'Inde, qui est un pays qui fournit beaucoup d'infirmières au monde. Mais disons que il y a une proportion importante qui sont aux États-Unis. Il y a 27% d'augmentation au cours de l'année dernière des infirmières de Canada
Et pendant la pandémie, beaucoup d'infirmières se sont déplacées aux États-Unis. Maintenant, pour ce qui est de la partie économique de l'immigration, nous avons fait une étude et nous avons constaté que les États-Unis ont des salaires plus élevés que d'autres pays. Mais les pays à destination comme le Canada et le Royaume-Uni, ici, le rapport, c'était en moyen 66 000 dollars. Et la raison, c'est que les paiements faits à l'étranger, les envois de fonds à l'étranger des membres de famille sont assez élevés. Et nos infirmières envoient de l'argent à leur famille assez souvent. Donc, tout ce sont des éléments qui sont très importants que nous devons prendre en considération. Il y a donc aussi les coûts indirects pour venir aux États-Unis qui s'élèvent à 65 000 dollars et c'est pourquoi les personnes choisissent d'utiliser des recruteurs pour venir aux États-Unis. 65% d'entre eux sont certifiés pour ce faire. Maintenant, il y a trois euh, voies d'accès. Par exemple, trois voies principales. Les infirmières sont recrutées pour travailler aux États-Unis selon ces voies-là. Nous avons donc le recrutement direct, nous avons le bras des placements et nous avons aussi les entreprises de recrutement. Donc, le modèle le plus commun, c'est celui des embauches par des sociétés, des entreprises. C'est le cas le plus récurrent. Et dans ce modèle, il y a des bénéfices qui fournissent des opportunités dans tous les États-Unis et les contrats sont signés donc avec cette société, pas avec l'employeur. Et il y a généralement déjà un salaire établi. Et nous avons eu l'occasion aussi de travailler dans d'autres modèles et nous voyons que il est important de reconnaître que nous devons comprendre aussi la dimension éthique quand il s'agit de l'embauche. Quelques-uns des problèmes que nous avons eus, c'est l'asymétrie de l'information. Cela veut dire qu'une infirmière c'est beaucoup moins de ce que c'est l'employeur. Donc, c'est une relation un peu injuste entre l'employeur et la personne qui demande l'emploi. Mais c'est un élément critique parce que parfois, la personne ignore où est-ce qu'elle va travailler, elle ne sait pas le temps de déplacement. Il y a aussi des questions avec les trafics de personnes. Euh, Puis, il y a par exemple la possibilité d'avoir un contrat et vous abandonnez les contrats et il peut y avoir donc des problèmes par rapport à ce que cela peut supposer pour vous. Et donc, c'est le contexte global auquel il faut faire attention. Il faut faire attention à la façon dont l'embauche a été faite. Autres éléments que nous avons identifiés dans notre partenariat, c'est savoir où est-ce que, quelles seront les considérations pour les paiements, le salaire, comment se prendre au remplacement, la durée du contrat, savoir s'il y a une culture solide par rapport à l'intégration, parce qu'avoir un boulot dépend beaucoup de vos compétences et vous devez vous assurer d'avoir une progression professionnelle. Donc, l'Alliance essaie d'établir une relation avec les différents acteurs, avec les employeurs, avec les unités d'embauche et nous avons essayé d'établir des meilleures pratiques. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que nous devons expliquer bien quelles sont les responsabilités des embaucheurs, quelles sont les responsabilités des différents acteurs en jeu. Donc, nous les certifions, nous éduquons aussi les infirmières par rapport à leurs droits et nous diffusions des
la recherche en la matière. Alors, nous faisons des enquêtes auprès des infirmières. Nous passons donc en revue les types de contrats qui sont signés pour nous assurer que les contrats respectent le code. Et je sais que Polly pourrait parler un peu plus de l'aspect juridique, mais il y a une symbiose entre le système volontaire et l'approche légale parce que ce sont des choses qui nous ont aidés à concevoir le code pour donc avoir accès aux certifications. Et il n'y a pas de solution unique. Les modèles que nous avons utilisés sont les plus récents, mais nous voyons qu'il y a des nouveaux modèles. Et un élément clé et de pouvoir travailler de façon éthique dans tous ces parcours, ces points d'entrée pour aider les personnes euh, et les sensibiliser à tous les défis qui sont là. Merci beaucoup de l'occasion d'avoir fait cette présentation. Je serai heureux de répondre à vos questions. Merci. Merci. Est-ce que nous pouvons donc avoir un peu plus d'informations après par rapport au temps de processus d'embauche aux États-Unis? Et en ce sens, je vais donner la parole à Patricia Pittman, professeure de politique de gestion de la santé et directrice du Health Workforce Research Center de l'Université George Washington. Merci à tous. C'est vraiment un plaisir de pouvoir m'adresser à vous et je suis heureux de voir tout le monde ami dans le panel. Donc, je voudrais vous parler de la façon dont nous avons abordé la question de l'embauche internationale de nos infirmières et les pratiques du contrat qui ne sont pas éthiques. Alors, un peu de contexte. Ici, nous avons les statistiques de la demande croissante fondées sur la situation du travail actuellement. Et après avoir enlevé ceux qui sont à la retraite, voici les estimations que nous avons 2019-2029. Et vous pouvez voir que nous avons un problème majeur dans notre pays car la plupart des infirmières appartiennent au deuxième groupe où nous avons 222 infirmières certifiées. Et les autres professionnels, vous avez donc PT, vous avez différentes pathologies, enfin, voici les estimations. Et du point de vue historique, vous pouvez voir que le professionnel de santé formé à l'étranger joue un rôle important. Je ne sais pas si vous avez ces mêmes chiffres au Canada, mais vous pouvez voir que 22% des praticiens qui fournissent des aides ou de soins de santé, et c'est une valeur très importante. Et ce sont des personnes qui réalisent un travail essentiel ici. Mais le plus d'investissement se dirige aux professionnels de haute qualification. Et selon la façon dont vous faites le calcul, cela prend donc une part importante des fonds. Vous pouvez voir ici que nos physiciens et nos chirurgiens euh, ont ici un chiffre important et ce sont des professionnels qui proviennent des universités, qui ont des accords avec ces universités et il n'y a pas de place pour une approche entrepreneuriale. Et c'est bien donc pour les médecins. Ici, nous avons des chiffres dévastateurs car ils révèlent l'injustice que nous avons dans le système. Je vois que pour le Canada et le Royaume-Uni, ce n'est pas comme ça, c'est comme les cas idéal pour nous, mais aux États-Unis, la situation est tout autre. Nous avons beaucoup de lacunes. Mais l'aspect positif, c'est que, dans notre cas, ce que nous savons, que les Philippines
donc font beaucoup d'événements pour susciter la formation des Philippines et ils essaient de garder leurs professionnels, mais il y a une fluctuation aussi vers les autres pays et tout le monde est d'accord que les individus ont le droit de migrer, mais il y a des problèmes aussi parce que ils ne peuvent pas planifier la main-d'œuvre et par rapport aux structures qu'il y a au nord. Je dirais qu'aux États-Unis, la question surtout, c'est les visas. Et il y a beaucoup d'efforts qui est fait pour avoir plus de visas. Il y a beaucoup de discussions politiques par rapport à la question de qu'est-ce qu'on peut recevoir en échange pour les visas. Donc, nous voyons ceci comme une façon de réguler un peu plus et arriver à cela. Donc, il y a plusieurs problèmes que mes collègues ont déjà couverts. Et il me semble vraiment, pour moi au moins, juste pour en parler directement, c'est la question de les coûts. Donc, le problème, c'est que parfois, il y a un contrat, il faut respecter sa durée. Et si vous quittez avant ce temps-là, vous devez payer un montant, un frais. Et donc, ça amène à plusieurs choses qui peuvent parler parce que les gens utilisent donc des punitions au lieu de des bénéfices pour que les gens restent. Et j'appelle ces pratiques des pratiques de punition vraiment pour essayer de retenir les gens. Et cela se trouve dans les pratiques de contrat depuis la COVID aux États-Unis. Par exemple, il y a plus de clauses de non-compétition. Donc, ça veut dire que vous ne pouvez pas travailler pour une autre compagnie dans un X numéro de kilomètres de la compagnie que vous quittez. Ou parfois, c'est 50 000, 100 000. Vous pouvez imaginer si c'est le plan d'une petite famille, ça peut causer beaucoup de problèmes dans une ville pour continuer à travailler. Aussi aux États-Unis, une autre chose que nous voyons assez souvent, que nous voyons au niveau international, c'est qu'ils vont garder, il va y avoir des provisions pour garder les gens. Et donc, il y a des nouveaux infirmiers qui ne sont pas prêts pour le travail. Et les hôpitaux maintenant, ils demandent qu'ils signent un contrat pour repayer ces coûts-là s'ils ne restent pas éloignés au moins de 2 ans. C'est plus ou moins ça le standard. Et donc, bien sûr, il y a eu des cas juridiques à cause de ceci. Et il y a toutes sortes de choses aussi obligatoires, la déportation, des conditions de recrutement qui ne sont pas sécuritaires. Et donc, pour moi, quelque chose qui est très important, c'est cette capacité qui enlève la mobilité. Donc, je n'ai pas fait de recherche sur la prévalence de ceci depuis quand même assez de temps, mais il y a eu des recherches dans l'année 2010-2011, mais nous avons trouvé qu'environ la moitié des infirmiers qui arrivaient au pays vivaient une ou plus de violations. Et il me semble que les problèmes empirent quand la situation et quand le marché est plus limité. Et donc, on le voit aussi avec les infirmiers qui arrivent de des pays de faibles revenus, différemment de ceux qui viennent du Royaume-Uni, du Canada ou de des autres pays de hauts revenus. C'est là où ils peuvent souffrir le plus de violations du code, où ils peuvent souffrir le plus une violation. Donc, il n'y a pas beaucoup de preuves, mais dans le modèle de régression, où il y a les agences de personnel, on peut voir comment ils peuvent souffrir des violations de contrat dans ce sens-là. Et ceux qui arrivent aux États-Unis sans connaître vraiment les conditions de leur contrat, ce qui arrive souvent parce qu'ils ne reçoivent pas même une copie de leur contrat.
Et donc, comme n'est pas dit, moi, j'ai fait partie du processus de création de ce code et de voir ce qu'ils ont fait pour s'assurer que vraiment ce code puisse être le plus applicable possible. Et donc, comme ils ont dit, vraiment, c'est le fait de trouver ce point central. Et parce que sinon, ils ne veulent pas changer ces frais pour briser un contrat. Et donc, nous croyons que ceci, c'est quelque chose qu'il faut voir vraiment de tous les angles. Et donc, un point clé ici, c'était quand il y a la loi de protection des victimes. C'est vraiment important parce que ceux qui recrutent, généralement, ils vont localiser des États qui sont plus gentils envers les employeurs, comme l'Ohio, la Floride. Et donc, où la loi par rapport au contrat est plus favorable pour l'employeur. Donc, il y a une loi fédérale, c'est beaucoup plus difficile là de changer les choses. Donc, ça peut aider à changer un peu le modèle d'entreprise dans cette industrie. Et une chose, c'est si vous ne pouvez pas les services d'une personne avec une menace ou une menace de faire du mal. Et ici, il faut voir qu'est-ce qui constitue cela. Et l'autre chose, c'est le droit de ceux qui peuvent créer une demande civile contre un employeur. Et donc, pour que tu puisses se présenter en cours. Ça, c'est quelque chose qui a vraiment changé les choses. Donc, ceci, ça vient des gens qui travaillent dans le trafic en général. Mais nous savons qu'il y a 675 affaires civiles fédérales déposées en vertu de cette loi. La plupart sont dans la question du travail forcé. Donc, quand on pense au trafic, on pense au trafic sexuel, mais c'est aussi le travail forcé. Et si nous regardons spécifiquement en question de santé, il y a eu 37 cas faisant état de trafic de main-d'œuvre et plus d'un sur 5 impliquaient des allégations de travail forcé dans le domaine médical. Et donc, vraiment, nous sommes dans le milieu de ce phénomène, même si on ne le connaît pas. Et donc, voici le premier cas en 2015. Et vraiment, c'était un cas assez flagrant. Mais vraiment, ils ont conçu que les infirmiers ont été apportés et leur travail était contrôlé et sous la menace de déportation. Donc, il y avait une menace d'expulsion. Il y a eu plusieurs cas après cela qui prennent, c'est la question des dommages d'intérêt dans le contrat et ils le décrivent comme une pénalité. Une pénalité qui est non seulement inapplicable, mais viole également la TVPA. Et donc, quand les infirmiers ils quittent sans paye, et généralement, ils ne reçoivent pas assez d'argent en quitter. Donc, ce qui se passe quand la compagnie les mène en cours et nous voyons des infirmiers qui ne sont pas payés. Donc ça, c'était le premier cas. Et c'est là où nous avons pu voir un peu ce travail forcé. Et donc, avec les dommages liquidés, nous avons pu voir ces comportements et parfois, ils finissent par travailler à quelque part d'autre. Dans le cas de Vidal contre Advanced Care Staffing, nous avons vu, et c'est ici où le CGFS, le code volontaire, ça permet.
Ils disent qu'il n'y a il n'y a pas de plancher numérique pour les sanctions financières pour entraîner un préjudice grave. L'accent est plutôt mis sur l'effet que ces sanctions financières peuvent avoir sur un travailleur qui décide de quitter ou non son emploi. Et donc, voici le dernier cas que je vais mentionner. Et donc, ceci, c'est le département de travail des États-Unis contre Advanced Care Staffing. Et pour eux, ils allèguent que cette condition va contre les salaires légitimement gagnés. Et donc, c'est quand même une stratégie intéressante et c'était utilisé avant pour les professeurs, pour les recruter. Mais vraiment, ce qui m'a surpris avec la note de presse, et je vais le lire en tout cas, il a méconnu la loi fédérale en exigeant que les employés effectuent au moins 3 ans d'emploi à temps plein pour conserver leur salaire. Les contrats obligeraient et auraient fait les emplois qui ont quitté avant l'expiration du contrat à recourir à des arbitrages privés et les obligeraient à payer les bénéfices futurs d'ACS, plus les honoraires d'avocat et les frais d'arbitrage. Ces exigences conduiraient et auraient conduit à ce que les employés soient payés moins que le salaire minimum fédéral. La loi fédérale interdit aux employeurs de récupérer les salaires gagnés pour leurs propres bénéfices. Les employeurs ne peuvent pas utiliser les travailleurs comme police d'assurance pour garantir inconditionnellement le flux de bénéfices futurs. Donc, encore une fois, c'est toute une question de toutes sortes d'outils qui sont utilisés pour retenir les travailleurs, afin de le dire d'une façon un peu brusque. Donc, c'était surtout intéressant pour moi de le voir. En termes de recommandations de politique, mon collègue Adam Pulver a écrit ceci. Et j'ai dit vraiment, avant de recommander à ces compagnies de donner plus de visas, il faut faire 5 choses. Il faut limiter les contrats à 1 an. Les infirmiers doivent avoir un offre d'emploi dans une organisation spécifique et dans un endroit spécifique avant de venir aux États-Unis. Et le paiement doit commencer dans la semaine suivante de son arrivée. Et les contrats ne devraient pas interdire aux infirmiers de porter plainte devant un tribunal compétent. Je vais juste dire que nous n'avons pas reçu beaucoup d'appui du Congrès dans ce sens, mais on continue à le présenter et on croit que c'est la bonne chose à faire pour finir ces affaires d'une fois pour toutes. Donc, voilà la fin de ma présentation. Merci beaucoup. Donc, merci beaucoup. C'est vraiment très intéressant de voir tout cela. Donc, nous avons James Buchan qui va parler de la situation au Royaume-Uni. Merci, bienvenue, merci et bonjour tout le monde. Donc, j'ai 12 minutes et mon intention vraiment, c'est de vous donner une perspective générale de ce qui se passe en relation à la pratique politique pour le recrutement des infirmiers internationaux au Royaume-Uni. Surtout dans les derniers 10 à 20 ans, en me concentrant sur les problèmes immédiats des derniers 3-4 ans. En termes de structure de ma présentation, je vais commencer juste avec une mise en contexte. Nous sommes 4 pays, le Royaume-Uni, et chacun a son service national de santé, mais l'NHS est le recruteur le plus grand, l'employeur le plus grand. Et donc, nous pouvons voir comment ça affecte la politique d'immigration. Ça, c'est une des questions.
Il n'y a pas toujours eu une alignation parfaite entre ces deux intentions. Si nous voyons quelque chose qui a été mentionné par les autres, c'est l'impact de la COVID sur la main-d'œuvre. Et puis là, nous pouvons voir toutes ces affaires non finies et les considérations de politique. Et j'espère avoir des questions du public. Donc, il y a deux éléments que je veux mentionner en termes de contexte politique. Et je parle ici de l'Angleterre surtout, qui est le plus grand de ces 4 pays du Royaume-Uni. Et donc, premièrement, dans l'élection de 2019, le Parti conservateur a fait un engagement électoral d'avoir 50 000 infirmières supplémentaires dans le cadre de l'objectif descendant de NHS Angleterre. Et donc, nous arrivons maintenant vers la fin de ce Parlement de 5 ans. Et je vais garder un peu le suspens. Je vais attendre jusqu'à la fin de ma présentation pour vous dire s'ils l'ont accompli ou non. La raison pour laquelle c'est entre parenthèses, c'est que ce n'est pas lié au problème majeur. Pour la première fois cette année dans longtemps, l'NHS en Angleterre a publié un plan de main-d'œuvre à long terme. Et donc, je veux juste reconnaître que nous parlons de la main-d'œuvre et on parle de 1,3 à 1,5 million, juste pour vous donner un peu de contexte. Et donc, en termes de projection, il y a eu vraiment une grande croissance de recrutement et d'amélioration de l'attrition, de la rétention. Et donc, ceci a augmenté un tiers d'1 million par l'année 2036. Et je regardais en termes d'un plan, avec des investissements d'augmenter les chiffres et la formation nationale. Et aussi, dans le contexte de cette discussion, un engagement qui peut vraiment réduire la dépendance de l'équipement international. Donc, c'est ça le contexte. Nous avons un gouvernement qui a fait cette promesse de 50 000 infirmiers avec un plan du service de santé avec des objectifs quand même assez ambitieux. Les prochaines diapositives sont des tableaux. C'est quand même assez facile pour le public et pour moi aussi. Tout ceci, c'est de l'OCDE de novembre de cette année. Donc, vraiment, c'est pour donner le Royaume-Uni un peu de contexte. Donc, c'est une mesure des infirmiers par 100 000 de population. Le Royaume-Uni se trouve juste à droite de la moyenne de l'OCDE. Donc, on se trouve juste en dessous de cette moyenne. Et donc, les petits cercles de différentes couleurs, ça montre le changement avec le temps. Nous n'avons pas eu beaucoup de croissance dans ce sens. Il y a des autres pays qui ont beaucoup amélioré. Donc, comment est-ce que nous voyons le remplacement? Combien de gradués en infirmerie est-ce qu'il y a par population? Les États-Unis ont beaucoup augmenté dans les dernières années. Et il y a des autres pays qui cherchent à compétir avec nous, et même l'Australie. Et l'Australie, par exemple, il y a plus de 3 fois d'infirmiers qui se graduent par année. Et donc, voici une mesure du montant d'infirmiers formés à l'étranger et le pourcentage qu'ils représentent du total de la main-d'œuvre. Donc, le Royaume-Uni, c'est le 5e sur cette liste. Vous pouvez le voir là. Il y a une grande variation dans l'OCDE. Et c'est quand même assez clair, par exemple, que les pays
par-dessus la moyenne, inclut la plupart des pays de haut revenu, anglophones et francophones. Donc, cela, ça vous donne une idée pour la comparaison du Royaume-Uni qui semble être un peu en dessous de la moyenne en termes de disponibilité d'infirmiers. Et donc, dans les prochaines diapositives, je suis en train de voir qu'est-ce que nous voyons dans la COVID et l'impact de la COVID. Et donc, dans la période depuis l'année 2010, et c'est très bien illustré qu'est-ce qui se passe avec la COVID en 2020. Il y a plusieurs travailleurs qui sont restés pour travailler. Il se passait plus d'heures. Les gens avaient beaucoup d'engagement avec leur travail. Mais ce qui se passe depuis ce temps-là, c'est que nous avons vu une augmentation en termes des taux de travail, surtout parce que ceci a augmenté en 2020. Et les infirmières vont réduire aussi leurs heures. Et l'anecdote que nous avons, c'est que nous avons vu moins d'augmentation de la mobilité. L'impact de la COVID aussi, ce que nous voyons ici dans la colonne jaune, nous montre les applications locales des infirmières qui ne sont pas diplômées. Au Royaume-Uni, nous avons eu une période en 2019 où nous avions donc beaucoup de couverture de la profession et beaucoup de personnes s'intéressaient à entrer à travailler sur les marchés. Et nous avons eu aussi cette année une grève générale. Cela a suscité beaucoup de préoccupations parce qu'il n'y avait pas de progrès rapide comme on les voyait dans d'autres secteurs. Donc, il y a un peu moins d'intérêt à la profession. Alors, ce sont des événements ensemble, pris ensemble, par exemple la COVID, la demande qui augmente, qui a un impact négatif sur la disponibilité actuelle d'infirmières. Et ce sont des tendances que nous voyons ici par rapport à la disponibilité d'infirmières. Maintenant, je vais vous montrer quel est le regroupement international. Ici, nous avons une série de données que nous avons établies, mes collègues et moi. Ils nous donnent un aperçu annuel à partir de 1990 jusqu'au jour présent. Et nous voyons ici comment de infirmières qui n'étaient pas formées au Royaume-Uni sont venues se certifier ici pour la première fois. Et c'est bien pour avoir le traçage de nombre d'infirmières qui viennent. Et il y a donc une tendance très claire. Nous avons eu une augmentation en début de la décennie 2000 associée au programme d'expansion d'investissement, à attirer plus d'infirmières. Mais puis après, il y a un recul, euh, étant donné les différentes certifications de l'Union européenne. Et puis après, nous sommes revenus un peu à la hausse. Et vous voyez donc quel a été les comportements année après année. Nous avons des numéros historiques maintenant d'infirmières qui viennent d'autres pays. Et nous sommes à un point le plus élevé en ce qui concerne euh, l'afflux d'infirmières arrivant à notre pays. Une autre façon d'analyser les données, et c'est de
comparer la situation nationale à la situation internationale. Donc, vous avez la colonne qui vous montre la part d'infirmières qui viennent du système éducatif de notre pays, c'est en vert, et international, c'est en rouge. Et vous pouvez voir comment cette dynamique s'est déroulée. Et nous voyons qu'il y a donc des raisons pour dire qu'il y a une augmentation et en 2000, 2001, et nous voyons à peu près la même chose aujourd'hui. Donc moitié d'infirmières de l'année prochaine provenaient d'autres sources non certifiées dans notre pays. Et voici une considération éthique et politique par rapport au recrutement international et le code de l'OMS. Il s'agit donc d'un instrument, d'un outil et volontaire et met l'accent sur le recrutement et les pratiques. Et il s'agit donc d'un ensemble d'aspects qui devraient être présents en ce qui concerne le recrutement éthique. Et très récemment, ils ont ajouté une liste de pays au code qui ne devraient pas être, euh, qui ne sont pas généralement la cible pour des recrutements actifs. Et c'est le cas de l'Afrique subsaharienne. Et ici, une comparaison des activités d'Occident et du Royaume-Uni. Mes collègues et moi, nous avons étudié les tendances du nombre d'infirmières qui viennent au pays de la liste des pays soi-disant rouges. Et vous voyez que la part a augmenté rapidement, plus de 200 000 l'année dernière du Nigeria, du Ghana et d'autres pays de l'Afrique subsaharienne. Alors, ce que nous entendons par éthique ici, c'est que ceux qui embauchent ces infirmières ne le font pas de façon active et active entre guillemets, parce que les infirmières décident de venir à notre pays et elles répondent donc à des demandes, à d'offres qui sont faites par Internet. Et c'est quelque chose sur laquelle nous pourrions avoir un débat, mais la réalité nous montre que les données indiquent que notre pays est très attirant pour les infirmières de l'Afrique subsaharienne. Donc, quelques dernières diapositives par rapport aux entreprises. Si vous voyez ici la main-d'œuvre pour les soins de maladie, nous avons 152 000 postes vacants. On a dit qu'il y a des problèmes de salaire qui ne sont pas très élevés. Et la dernière diapositive va venir vous parler de cela par rapport au changement de politique de migration qui a eu un impact aussi sur le domaine des soins de santé. Et nous avons connu aussi des grèves, pas tout à fait des infirmières, mais les médecins qui commencent à faire grève aussi. Et nous avons eu donc un moment négatif par rapport à cela. En ce qui concerne aux analyses qui ont été faites des tendances actuelles, si nous voulons donc atteindre l'objectif d'augmentation de formation de praticiens locaux ou nationaux, nous devrions donc prendre quelques mesures pour les années à venir. Nous voyons qu'il y a un intérêt réduit par rapport à la profession, et ce qui met un petit peu en danger ou qui pose un défi. Et cela est associé également aux contraintes des capacités qui sont connues d'autres pays comme le Canada, les États-Unis. Est-ce que nous n'avons pas assez de professeurs? Est-ce que, il nous manque donc de places dans les cliniques? Est-ce que les universités peuvent s'intéresser à cette démarche? Des questions qui restent à répondre. Le gouvernement a annoncé il y a 2 semaines un objectif de 50 000 infirmières. Et c'est intéressant. Hier,
dans un média, dans la presse, il a été connu que 93% de ces 50 000 provenaient des équipes internationales. Alors, à la base, la croissance nationale a été traitée grâce à ce recrutement international. Si nous n'avions pas eu ces recrutements internationaux, nous n'aurions pas atteint cet objectif. Et nous devons considérer dans cette analyse que nous pouvons faire le traçage de ces infirmières lorsqu'elles viennent de s'enregistrer, mais nous n'avons pas beaucoup de données par rapport à ce qui se passe après leur arrivée. Donc, si nous allons faire ce recrutement actif, nous devrions faire le traçage de cet autre aspect aussi. Et par rapport à un plan de main-d'œuvre à long terme, je dirais que nous devons assumer une réduction active aussi de ces recrutements internationaux. Et comment pouvons-nous donc faire que ces processus soient plus efficaces? C'est la question que Luc soulevait tout à l'heure. La semaine dernière, il y a eu une annonce gouvernementale à propos d'une politique d'immigration qui qui visera à établir un seuil de revenus plus élevé que celui que nous avions pour les personnes pour les migrants praticiens qui arrivent. Donc, ces individus n'auront, disons, pas les mêmes euh, situations, la même situation qu'ils ont connue jusqu'à présent. Donc, il y a une politique de gouvernement pour à faire des changements dans l'intégration. Et l'important ici, c'est de comprendre qu'il y a un risque sur la réputation. Et finalement, nous devons aussi euh, considérer la question de la politique d'immigration et de recrutement international. Donc, merci beaucoup pour votre attention. J'ai fait un survol rapide de la question, mais j'espère que ce que je vous ai présenté soit utile et je m'excuse de d'avoir passé donc sur tous ces chiffres de façon si rapide, mais j'ai hâte d'entendre vos questions. Merci beaucoup. Très bien. Et maintenant, notre dernier orateur, c'est Ruth Lee, directrice générale de CARE. Elle va nous faire des observations intéressantes de l'Ontario, du Canada. CARE travaille avec les infirmières éduquées internationalement et les assiste pour avoir les créanciers nécessaires pour la pratique dans notre pays. Vous pouvez voir mes diapositives? Oui, très bien. Merci beaucoup alors. Donc, tout ce que j'ai à dire est très similaire à ce qui a été déjà soulevé par les orateurs précédents. Alors, donc, après la pandémie, les défis ont été énormes. Le Canada a une population vieillissante. Les associations canadiennes prévoient aussi une pénurie à 60 d'ici 2000. Enfin, c'était déjà une prévision pour l'année 2000 et les choses se sont empirées avec la pandémie qui nous a pris par surprise. Nous avons une demande croissante d'infirmières dans ressources humaines et cela donc pose des difficultés pour assurer la sécurité de nos patients. Et toute cette crise a créé beaucoup d'opportunités pour les infirmières éduquées à l'international, à l'étranger. Euh, Ce n'est pas qu'elles ont été au Canada depuis très peu de temps, ils sont là depuis beaucoup de temps, surtout des Philippines et de l'Inde. Mais il y a une crise avec euh, les infirmières par rapport à quelques considérations culturelles. Nous nous sommes rendus compte que le Canada est un pays multiculturel, donc le IEN était toujours sous les projecteurs et nous devions nous
assurer qu'elles étaient bien qualifiées. Donc, moi, en tant qu'infirmière, pour moi, ce n'est pas très éthique d'avoir beaucoup d'infirmières éduquées internationalement qui ne travaillent pas comme des infirmières. Donc, il y a beaucoup de barrières que nous avons créées et cela combiné aussi à d'autres éléments linguistiques, culturels et exigences. Donc, au cours des 3 dernières années, nous voyons beaucoup d'améliorations dans ce domaine avec des incitations du gouvernement pour la couverture des examens et aides pour ces examens, des aides euh, et aussi des financements pour que ces employés puissent, ou que les employeurs, pardon, puissent les intégrer. Donc, beaucoup a été mis sur place sur différentes manières, de façon à ce que les infirmières puissent être intégrées dans le système de santé canadien. Alors, voici quelques défis post-pandémiques pour le personnel infirmier. Par exemple, dans le passé, chaque individu était évalué de façon indépendante. Et je raconte toujours l'histoire du mari et de la femme qui sont tombés amoureux, qui travaillaient ensemble et que la femme restait à la maison, mais l'homme continuait sa carrière professionnelle. Et vous savez quoi? Le mari n'avait pas donc les mêmes opportunités que les autres personnes, malgré la formation. Donc, il y avait beaucoup de désavantages. Et la femme qui restait à la maison, à garder les enfants, euh, elle devenait des infirmières praticiennes et et c'est dont nous avons besoin maintenant parce que nous avons une pénurie de ressources, en fait. Mais sinon, voyons les données canadiennes, vous allez voir qu'au cours des 10 dernières années, plus de 25 000 infirmières ont immigré au Canada et au cours des 10 dernières années, nous avons eu ce chiffre. Le ZEN représente 8,9% de l'offre réglementée des soins infirmiers au Canada et les IA formés à l'étranger représentaient 64% de l'augmentation nette de l'offre en 2022 contre 19% en 2021. Alors maintenant, nous avons, comme j'ai déjà dit, une augmentation de 64% en 2020 et vous pouvez voir que c'est une augmentation importante, c'est 19% aussi par rapport à 2021. Et tout près de où je me trouve, nous avons l'Ordre des infirmières et infirmières de l'Ontario. On se pose la question, que se passera-t-il ou que se passait-il avec toutes ces personnes au passé lorsqu'elles ne pouvaient pas travailler en tant qu'infirmiers, étant donné toutes les barrières que nous avions pour entrer à la profession? Et ces augmentations, eh bien, ne sont pas applicables à ceux qui ont un recrutement actif. Non, c'est plutôt les infirmières qui sont déjà dans le pays et qui font des choses qui sont au-dessous de l'échelle des pratiques d'infirmerie. Donc, voici les statistiques en Ontario et vous pouvez voir au centre de la page. Vous avez les Philippines qui a une valeur très importante et donc des nombres mirabolants. Et j'espère que ces quantités va diminuer. Et c'est effectivement les efforts que nous avons faits et pour qu'il y ait aussi des Philippines formées dans notre pays. Et donc, essentiellement, il faut faire beaucoup pour améliorer la participation de nos infirmières locales à ces cours d'entraînement. C'est très semblable aux autres problèmes de l'Ontario.
Donc, vous avez entendu parler hier de mes collègues canadiens à propos du système de santé, ce qui inclut aussi une responsabilité provinciale. Donc, par chance, ces dernières années, la plupart des provinces ainsi que des territoires ont le même examen et des exigences très semblables aussi. Et donc, ce que nous voyons ici, c'est comment ils peuvent accéder à ceci pour avoir leur licence, parce que sinon, ils ne peuvent pas avoir accès à leur licence. Et donc, pour avoir cette capacité, comme j'ai mentionné, c'est vraiment une question clé pour avoir cette capacité pour pratiquer. Et donc, comme vous voyez, cette expérience de pratique supervisée, il y a des individus qui ont cette pratique de 3 ans. Je me rappelle encore de la journée que moi j'ai défendue à Ian pour parler parce qu'ils ne peuvent pas trouver d'avion. Parce que parfois, ils se quittent pour 3 ans. Ils savent qu'ils peuvent pratiquer pour 140 heures ou les heures qu'ils ont besoin et puis ils reviennent. Et donc, comme ça, ils reçoivent leur pratique pour pratiquer. Et donc, de cette façon, nous pouvons avoir une façon d'aider dans les organisations, les hôpitaux, les centres de santé communautaires. Et comme ça, ils peuvent accomplir cette exigence. Il y a aussi un nouveau développement, une classe d'enregistrement temporaire. Et donc, ce que vous pouvez voir ici, ils ont juste besoin de certaines exigences d'éducation qu'ils doivent vérifier. Ou parfois, ils doivent écrire leur présentation. Mais entre-temps, ils peuvent pratiquer. Et donc, comme ça, ils peuvent tout faire. Et puis après, bien sûr, vous voyez ici à droite la classe générale avec les 8 exigences pour pouvoir pratiquer. Et donc, on veut s'assurer de protéger le patient et comme ça, on peut les permettre de lancer leur carrière. Et nous avons beaucoup de talents internationaux qui peuvent venir, qui peuvent donner de l'aide et aider avec ce système. Donc, pour les infirmiers d'éducation internationale, il y a une organisation non gouvernementale qui a commencé en 2001 quand nous avons eu une crise de manque d'infirmiers. Et depuis ce temps-là, ça s'est développé pour devenir un service qui peut appuyer les infirmiers pour obtenir leur licence, pour s'assurer qu'il y a un système de crédentiels disponible, pour les appuyer lors des examens, pour qu'ils puissent avoir un emploi, afin de s'assurer qu'une fois qu'ils reçoivent leur licence, ils reçoivent encore de l'appui. Parce que comme nous savons, ils ont besoin beaucoup d'appui pour s'installer ici, ainsi que l'appui professionnel. En 2016, nous avons aussi créé le programme PRI. Donc, ce sont des infirmiers qui ont commencé le processus pour recevoir leur papier d'enregistrement. Et donc, ils peuvent être vérifiés par les services d'évaluation d'infirmerie. Parce que sans licence, ils ne peuvent pas travailler comme infirmiers. Et donc, nous avons plusieurs partenaires provincialement qui peuvent aider à appuyer les infirmiers en Ontario. Donc, voici le modèle. Comme vous pouvez voir, le IEN se trouve au centre
Nous avons un modèle de gestion de cas. Et donc, il y a une personne qui va aller avec eux, qui va s'assurer qu'ils peuvent poser des questions, qu'ils se trouvent sur le bon chemin, comme ça, ils ne perdent pas de temps. Ou qu'ils sont en train de perdre de l'argent parce que, comme j'ai mentionné, nous recevons des fonds du gouvernement et donc on ne veut pas qu'ils s'inquiètent de leur situation financière. Nous avons plusieurs partenaires avec des employeurs, avec des institutions académiques, des organisations professionnelles pour les appuyer. Donc, c'est un processus. Je n'attends pas que vous allez lire tous les détails, mais ça fait partie de tous les processus de, pour recevoir les crédentiels, les programmes éducatifs, pour les référer à les différentes administrations et institutions avec qui ils peuvent travailler. Donc, comme j'ai mentionné, nous travaillons avec eux pendant 1 an après leur enregistrement, juste pour s'assurer d'une bonne intégration. Et donc, c'est un programme qui ne regarde pas seulement ceci. Si vous connaissez la littérature académique, donc il y a cette préparation. Évidemment, c'est un chemin de 2 voies. Si on veut planifier ceci, il faut avoir la bonne sorte de sol, la bonne sorte de climat pour les aider à grandir. Mais si nous n'avons pas ces conditions-là, ça n'importe pas quelle sémence nous avons, nous n'allons pas avoir une belle fleur. Donc vraiment, c'est ça le processus que nous voyons avec ce centre d'appui, en collaboration avec nos autres partenaires. Donc, encore une fois, vraiment, la concentration, c'est sur la communication et l'intégration. Il y a plusieurs d'entre eux. Vous pouvez voir les 10 pays. La plupart d'entre eux, ils parlent l'anglais comme deuxième langue. Donc, la communication, ce n'est pas juste la langue, mais c'est aussi comment on se communique. Et vraiment, cela, ça peut causer une différence dans la zone clinique quand nous voyons la sécurité du patient. Quand nous regardons les connaissances, la capacité des infirmiers. Et vraiment, ça fait partie de sa préparation pour les examens, pour l'emploi, pour le développement de carrière. Donc, il y a plusieurs infirmiers qui arrivent ici qui sont très perdus. Ils ne savent pas quoi faire. Et donc, nous les appuyons. Et vraiment, nous sommes très fiers. Le mois passé, nous avons eu une graduation avec 600 infirmiers formés au niveau international. On appelle une graduation parce qu'ils viennent d'un autre pays. Donc, on voulait qu'ils sentent que l'école est avec eux. Ce centre de soins devient leur école. Et donc, on l'appelle une graduation. Et nous sommes très honorés que vraiment nous avons eu cette célébration en 2023. Nous avons l'infirmier en chef, le docteur Lee Chapman, la docteur Lee Chapman, Carrie Mavel. Pour la graduation, elles ont envoyé des mots d'encouragement. Et donc, j'ai mentionné aussi l'appui d'emploi. Nous engageons les employeurs pour qu'ils se rencontrent avec l'employeur, qu'ils puissent recevoir toute cette information, qu'ils puissent appliquer à tout cela. Mais avant cela, on s'assure qu'ils puissent accomplir une entrevue. Parce qu'il y a plusieurs pays où vous ne devez pas passer par ce processus. Mais ici, il faut vraiment se vendre et ça, c'est quelque chose d'assez étrange pour eux. Donc, on leur fait écrire une lettre, on leur fait faire une entrevue, se préparer. Et il y a plusieurs qui sont vraiment très humbles. Et vraiment, en Amérique du Nord, parfois c'est quelque chose d'assez commun, mais ce n'est pas très respectueux. Et donc, il y a quelques-uns qui vraiment n'arrivent pas à avoir un emploi parce qu'ils disent, OK, je ne sens pas que je peux vraiment l'accomplir. Donc, il y a toutes ces données que j'ai mentionnées.
Et vraiment, on le voit au niveau du terrain. Ils peuvent aussi rentrer en contact avec des différentes provinces. Il y a eu un congrès cet été, juste pour parler un peu du travail qu'on fait. Et pour parler de la rétention, le recrutement. Donc, nous avons des exemples du Saskatchewan qui peuvent nous aider. Désolée, je dois vous demander de finir un peu, Ruth, parce que nous avons besoin du temps pour les questions. Donc, vraiment, c'est un chemin de 2 voies. Et je vous suggère de travailler de façon collaborative avec les organisations. Et donc, avec très peu de stratégies tactiques pour les employés, pour l'intégration, on peut s'assurer que nous sommes respectueux, que nous travaillons avec eux, au lieu d'éviter dans l'inclusion. Et de cette façon, on peut aussi accomplir nos besoins. Et donc, voici un peu le recrutement éthique d'infirmiers, une approche systématique à l'intégration et comment utiliser ces agences et pas juste l'employeur. Et vraiment, nous voyons beaucoup de ceci, des différentes relations à cause de ces différences culturelles, des problèmes de compréhension. Et nous avons besoin aussi des évaluations et des changements. Et nous devons partager des leçons comme on fait aujourd'hui. Donc, je vous remercie, Margaret, de m'avoir invitée aujourd'hui. Merci tout le monde. Donc, voici ma correspondance. Et voilà. Merci beaucoup tout le monde de la présentation. Il y a quelques-uns qui se sont dépassés, mais vraiment tout le monde s'est dépassé plus ou moins le même montant de temps. Donc, pendant que le public pense à quelques questions, je veux juste indiquer que nous avons quelques questions. Il va y avoir un document de l'OMS et qui va être publié dans les prochains mois. Et donc, ceci va être publié avec l'Organisation mondiale du travail et l'OCDE. Et ça va inclure des considérations de politique clés pour la durabilité de la main-d'œuvre et les bénéfices d'un système de santé et ses sauvegardes. Donc, voilà quelque chose d'intéressant. Il y a une autre question de André. Hop, ils sont tous en train de changer. Il semble que les panélistes ont été en train de le répondre pendant qu'on était ici. Et pendant que le public pense à des questions, je vais prendre la prérogative d'être la modératrice pour la session et demander à tous les panélistes s'ils veulent répondre. Ce que j'ai trouvé d'intéressant, c'est de penser à la position des régulateurs de la force de santé de la main-d'œuvre, de reconnaître le droit des personnes à migrer, la valeur des infirmiers formés à l'international, pour apporter ceci à différents contextes. Mais je suis intéressée à savoir l'opinion des panélistes par rapport à comment ils voient ces interactions entre les politiques et les processus qui structurent le recrutement international des infirmiers et l'intégration. J'étais en train de penser à ceci quand Penny Polly était en train de présenter sur les mauvaises pratiques dans les contrats internationaux, comment ça rentre dans les pratiques quotidiennes. Et aussi dans le cas du Royaume-Uni, avec les politiques plus récentes sur les limites de salaire, où ils ont fait une exception pour les travailleurs de la santé. Ceci indique que ce n'est pas qu'ils sont nécessairement intéressés à créer des meilleures conditions pour le personnel national. Et encore une fois, Bruce, vous avez parlé d'une classe temporaire avec cette pratique supervisée où il y a cette expectative de mentorat qui dépend un peu de ces
cette main-d'œuvre nationale qui peut-être n'est pas bien payée ou appuyée par leur employeur. Donc, je me demande qu'est-ce que vous voyez avec ces interactions entre une dépendance croissante sur les infirmiers recrutés à l'international et un peu de ces processus. Merci, Margaret. Vraiment, c'est très vrai. C'est pour ça que dans mes diapositives, j'ai parlé de la gestion du conflit. Parce que comme vous pouvez imaginer, vraiment, il y a beaucoup de travail déjà dans les premiers rangs. Donc, cette question du conflit, les gens n'ont pas de temps pour guider, pour coacher. Et il y a cette question de, OK, bon, c'est ma licence. Et donc, ils disent, OK, bon, mais c'est ma licence ici. Et donc, ce sont des vraies inquiétudes. Et peut-être qu'ils ne veulent pas prendre la hyène pour cela. Et donc, nous avons un rôle plus grand pour les infirmiers. Et nous l'avons vu avec la COVID. Et c'est un programme de 3 ans où nous voyons ces difficultés avec les infirmiers experts. Et donc, ce que nous avons fait vraiment, c'est que nous avons vu comment nous pouvons former ces infirmiers en travaillant pendant longtemps. Et essayer de les rappeler comment difficile que c'est être un nouveau arrivant. Et essayer de les aider à accomplir ceci. Pour qu'ils puissent avoir leur licence aussi. Avec ce minimum de 140 heures. C'est bien, merci. Polly? Il me semble que vraiment le travail que Ruth fait est tellement important pour prévenir ces problèmes que nous voyons à l'international. Pour contribuer un peu à ces conditions qui empirent. Donc, c'est un peu l'inquiétude aux États-Unis depuis l'année 2000, quand il y avait toutes sortes de recrutements. Et vraiment, le fait qu'on crée 2 classes d'infirmiers. Et cela, ça n'aide à personne. Ça n'aide pas les infirmiers nationaux, ça n'aide pas au niveau international, ça n'aide pas aux patients, parce que ça va créer du conflit. Donc, quand nous parlons de quel est l'effet en général, nous pouvons parler de cette question de quel est l'effet pour les différents pays. On peut parler même de la nature cyclique de ceci et comment ça peut affecter les pays de source et surtout les infirmiers, les familles. Ou quand vous demandez pour tellement que on ne peut pas l'accomplir. Mais en tout cas, c'est compliqué. Mais il me semble que ce n'est pas tellement compliqué de dire qu'on doit s'assurer que ces gens-là se trouvent dans une classe intégrée. Et aux États-Unis, c'est différent. Mais il me semble que comme c'est mené par ces pratiques entrepreneuriales, il y a toutes sortes de motivations là. Et il me semble qu'il y a des autres façons plus subtiles d'exploitation. Avec juste les relations interpersonnelles. Tout cela, c'est important aussi. Et donc, il me semble que comme chercheurs, vraiment, nous devons garder un œil sur ce phénomène. Parce que vraiment, nous avons tout un exode de travailleurs nationaux. Ils quittent. Parce qu'ils ont des mauvaises conditions de travail, parce que c'est ça les difficultés qu'ils sont en train de voir. Donc, c'est important. Et je crois qu'aux États-Unis, il y a un mouvement des travailleurs et vraiment, ça grandit rapidement aux États-Unis. Mais ce n'est encore qu'un 10%. Et
contrairement aux années 2000, ils comprennent maintenant l'importance de savoir que les infirmières qui arrivent doivent être bien reçues et doivent travailler dans les mêmes conditions que les autres. Et je ne pense pas que les gens pensent qu'il n'y ait pas de besoin de ces infirmières. Tout le monde est d'accord là-dessus, mais la question, c'est de savoir comment on les accueille. Et je sais qu'il y a donc un débat beaucoup plus intéressant maintenant de ce qu'il y avait il y a 20 ans. C'est une bonne question et je vais essayer de répondre sur trois éléments. Quand je parlais de la cible de 50 000 infirmiers, je n'ai pas eu le temps de dire que l'un des éléments critiques, c'est que ce n'est pas euh, qu'il suffise de dire que nous avons besoin de ce type d'infirmières et que c'est donc une cible absolue. Non, non. C'était, disons, aussi dit que la plupart de nos postes vacants en soins en- de santé euh, sont donc liés à à des carences sur quelques domaines. Donc, nous avons dit que nous allions évaluer donc ces chiffres, évaluer quels étaient les besoins. Par rapport à cette approche éthique et au recrutement, en général, le service national de santé respecte le code qui est en vigueur, mais la mauvaise pratique qui a été signalée, ce n'est pas à l'intérieur du NSH. C'est surtout dans les secteurs privés où les agences de recrutement fournissent des informations qui ne sont pas correctes par rapport à la nature du travail, par rapport au salaire. Et une autre question qu'il faudrait regarder, c'est que si on voit les études qui ont été réalisées, les enquêtes, nous voyons que les infirmières ont moins de possibilités d'avancement professionnel et restent pendant très longtemps au même poste. Et je pense que cela pose des défis que nous devons relever. Alors, il y a aussi des questions sur lesquelles nous devons nous pencher. Vous avez, par exemple, parlé d'une limite salariale pour la migration. Je ne vais pas rentrer dans trop de détails. Les initiatives annoncées la semaine dernière, l'une d'entre elles est d'élever les limites et a, a eu un impact relatif. Mais l'autre élément, c'est par exemple la difficulté de compter sur le couple, ou sur le partenaire. Nous n'avons pas eu le temps d'analyser ce que cela veut dire par rapport à l'impact proportionnel, mais ce que cela montre, c'est que notre gouvernement actuel, ou quelques factions à l'intérieur du gouvernement qui sont opposées à la migration, nous voyons qu'il commence à avoir beaucoup plus d'influence maintenant et nous voyons qu'il y a quelques changements. Je voudrais quelques éclaircissements. Est-ce que vous parlez de visas permanents ou temporaires? En général, c'est visa temporaire. Donc, il y a une dispute euh, parce qu'ils veulent les visas permanents? Non, pas en général. Les processus normaux, c'est que si vous venez avec un visa temporaire de quelques années et que vous voulez, après avoir une permanence plus longue, il faut donc accomplir une certaine des exigences. Mais il n'y a pas de critères pour entrer dans le pays. euh, et nous voyons, enfin, pas très clair, et nous voyons que cela reflète la dynamique politique du pays et surtout pendant la période d'élection. Nous n'avons que 5 minutes de plus et j'ai une question dans la salle, une question en ligne, mais je voudrais laisser Michael répondre, hein. Moukoul, pardon. Oui, je suis d'accord avec ce qui a été dit, mais je voudrais être très rapide.
par rapport à la chose suivante. Les dernières années ont été des années difficiles dans le domaine. Par rapport, le Canada n'a pas vu de nouveaux recruteurs et nous avons un impact sur les entrées. Et cela a suscité des défis par rapport à l'embauche et l'immigration. Ils n'ont pas le même soutien. Il y a beaucoup d'infirmières qui proviennent des anciennes écoles, qui se trouvent dans des difficultés. Donc, il y a eu des perturbations et des implications pour la question sur l'immigration et l'éthique. Merci beaucoup. Nous avons une question. Oui, je suis Abby Marshall. Vous avez fait référence au code d'éthique et je voudrais savoir la relation entre les principes du code, le travail qui est fait avec l'Alliance et le travail de CARE. Je pense qu'il y a des éléments dans les principes du code qui pourraient être illustratifs par rapport à la façon dont l'Alliance CARE travaille. Donc, ce code parfois est ignoré et parfois s'avère inconvénient dans les temps de crise. Donc, je voudrais savoir quelles sont vos vues là-dessus. Je dirais que la plupart des pays qui exportent des infirmières, c'est l'Inde et les Philippines. Et ces deux pays maintenant sont en difficulté. Nous savons que ces deux pays comptent sur la possibilité de voir leurs infirmières migrer ailleurs et l'envoi aussi de fonds à l'étranger. Et les collègues avec qui nous travaillons, ils savent très bien qu'il faut respecter les principes de l'OMS et du Conseil international des infirmières, c'est-à-dire que nous mettons en pratique tous ces principes et le code d'éthique est un élément crucial pour nous. Et notre euh, responsable d'infirmerie, Lee Chapman, il a dit qu'il faut mettre l'accent sur la rétention. Nous avons donc une culture au Canada de laisser partir un peu les ressources, le personnel, mais je parle au nom donc de ma profession. Je sais que parfois, beaucoup ne restent pas. Nos diplômés veulent partir aux États-Unis, par exemple, en Australie et à d'autres pays. Et beaucoup d'infirmières, donc, comme je dis, euh, se déplacent aux États-Unis. Donc, nous appliquons les principes, nous pensons que c'est important. Et il y a aussi le processus d'intégration dans d'autres pays est beaucoup plus difficile. Par exemple, pour les infirmières des Philippines, ils ont donc, ils utilisent les mêmes, ils ont une formation similaire à celle qui est dispensée aux États-Unis et au Canada. L'Inde aussi, mais pour l'autre pays, nous voyons que les conditions sont très inégales. Ils parfois tirent profit de résidences permanentes et, et aussi il y a des situations similaires, ce qui fait référence aux réfugiés et leur situation. Alors, je dirais que l'ignorance n'est pas un prétexte, mais lorsque on parle, par exemple, des positions d'influence des politiques. Il y a beaucoup de personnes qui ignorent les codes de l'OMS et malgré le fait que beaucoup de personnes parlent de la promotion de cet instrument. Et en deuxième lieu, en ce qui concerne les- en ce qui concerne donc l'application de tous ces principes, eh bien, peut-être il faut se demander euh, si le code qui a été signé en 2010 est utilisé surtout pour les recrutements qui se fait en ligne sur les réseaux sociaux. Et il faudrait aussi prendre en considération le suivi qui en est fait. L'un des défis, c'est que quand nous voyons les processus bilatéraux de chaque pays dans les rapports présentés à l'OMS, quant à la façon dont le code est appliqué, on n'obtient pratiquement jamais de réponse.
Donc, il y a ce niveau aussi, cet élément manquant de la part de l'OMS. Merci. Merci beaucoup. Je sais qu'il y a beaucoup de questions que l'on pourrait soulever. Je suis très reconnaissante avec le panel qui a répondu à toutes ces questions. J'aurais aimé avoir plus de temps, mais c'est l'heure de passer au déjeuner. Je suis donc très reconnaissante vis-à-vis de nos panélistes et aussi aux participants. Donc, et je voudrais vous demander de les applaudir pour leur précieuse contribution.